La première ministre poursuit les consultations pour la formation du gouvernement après les politiques, place aux associations culturelles et organisations de femmes. L'Union sacrée appelle ses députés à une élection primaire. Ceux derniers doivent faire le choix sur le candidat qui devra occuper les postes de président de la Chambre basse du Parlement. L'humanité a célébré ce 22 avril la Journée mondiale de la Terre, occasion pour les humains de réfléchir sur leur relation avec la planète. Occasion pour les humains de réfléchir sur leur relation avec la planète pour Albert Fouamba, la Terre menacée pour les conditions climatiques pour lesquelles l'homme serait responsable. Tout le plaisir est pour moi de vous informer en ce lundi 22 avril 2024. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition sur la chaîne du repos. On parle actualité, les consultations pour la formation du gouvernement central. On en parle encore, les associations culturelles et autres organisations de femmes ont été consultées par la future chef de l'exécutif national. L'amélioration des conditions des artistes et l'emploi des jeunes était au menu des discussions ce lundi 22 avril 2024 à l'hôtel du gouvernement. Patrick Issot. Ce lundi 22 avril, c'était le tour des associations culturelles et autres. L'ANPC, conduite par Ndungi Mambimbi, a présenté son cahier des charges. La situation des artistes a été mise en avant-plan. Le Premier ministre nous a écoutés avec une oreille attentive. Parce que là, nous sommes en plein combat pour que une loi sur le statut de l'artiste soit votée au Parlement. Et nous pensons que la primature pourra nous aider parce que ce n'est pas un miracle. Les gens sont distraits. Nous demandons aux honorables d'être un peu plus, attentifs. De son côté, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, Sokoda, avec à sa tête Jossa Nyokalongo, attend l'amélioration surtout des relations entre les artistes et la commission de censure. Moi, artiste et musicien, je ne suis pas protégé, et mon œuvre aussi. Parce que ça fait des années que nous attendons la promulgation de cette loi sur les artistes qui traînent, ça fait des décennies. Et avec ce que nous disons pour la commission de censure, nous avons décrié la manière de travailler de la commission de censure à plusieurs fois. Et je crois qu'on doit quand même arranger les choses. Une autre organisation consultée ce lundi 22 avril, c'est le Conseil national de la jeunesse. Cette structure a eu également le temps de présenter ses préoccupations. Quand bien même une grande partie de ces désirata avaient déjà été prises en compte par les 6 engagements du chef de l'État. Vous savez, la jeunesse est préoccupée par l'emploi, l'autonomisation, mais au-delà de ça également aussi il y a la question liée à la formation de cette jeunesse. La Coalition nationale des femmes leaders pour la parité a également été consultée par la future chef du gouvernement. Le lobbying des femmes du Congo et plusieurs organisations féminines attendent de voir les femmes dans les postes de prise de responsabilité. Cela a été évoqué au cours des consultations que la première ministre avait eues avec toutes ces femmes le week-end à Gombe. Patrick, il se revient. Un week-end, pas de tout repos pour la future chef du gouvernement central Judith Suminwa Toluka. Immeuble intelligent, elle a reçu pour les consultations les organisations féminines de la société civile. La Fédération congolaise des personnes handicapées, AFEJUCO, Cercle Sophie Kanza, les confessions religieuses, la CSC, lobbying de haut niveau pour la parité. Chacune d'elles a présenté ses préoccupations pour la formation du prochain gouvernement. Nous avons saisi cette opportunité pour soulever les questions de l'insécurité, pour que la première ministre puisse se focaliser là-dessus. L'insécurité dans les villes, l'insécurité dans les villages, pour permettre aux gens qui sont dans les camps de retourner dans les villes, dans leurs villages et commencer leur vie. Nous avons aussi informé la première ministre par rapport aux besoins des femmes déplacées dans les camps. Comme vous le savez, les conditions de vie dans les camps, c'est vraiment dégradant. Donc il est plus que temps que le gouvernement puisse offrir des abris convenables pour ces femmes et ces familles qui sont dans les camps.
Alors nos échanges étaient plus sur la situation de la femme en RDC qu'elle connaît déjà, mais aussi pour appuyer sur les recommandations des femmes de lobbying de haut niveau, surtout pour les femmes dans l'administration publique qui sont souvent négligées et qui n'arrivent toujours pas à avoir des promotions. Alors nous avons beaucoup parlé sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner, et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde. Un véritable tour d'horizon de la situation générale du pays et surtout de la condition de la femme a été fait par ces organisations féminines de la société civile. Et toujours dans le même chapitre, les femmes de CAFCO tiennent à accompagner la première ministre dans ses nouvelles fonctions reçues en consultation. Comme les différentes autres femmes, ces dernières ont salué la détermination de Judith Suminwa au poste de première ministre. Regardez. Femmes d'exception du Congo, rien sans les femmes et la dynamique des femmes candidates était également de la partie. Lorena Fer et même CAFCO, qui comptent aujourd'hui autant d'années, ont présenté leur vision des choses à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous avons vu dans sa nomination l'aboutissement d'un long processus de combat de femmes pour plus de droits, pour l'égalité de sexe. Nous pensons que les compétences, l'expertise, ce n'est pas seulement dans les partis politiques et regroupements politiques, c'est partout. Et particulièrement dans les femmes aussi, il y a des compétences, il y a de l'expertise. Nous avons écouté, nous avons donné nos avis et considérations. Nous avons surtout senti que, comme dit Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, que quand il y a des femmes en politique, en tout cas, il y a de la qualité. En ce qui concerne les femmes d'exception, nous nous sommes appesantis sur 3 points, à savoir d'abord les critères d'efficacité par rapport au nouveau gouvernement. Le deuxième point concernait l'agenda genre. Et le troisième point, les différents points que le président de la République avait mis en exergue lors de son discours le 20 janvier 2024 au Stade des Martyrs. Alors, en ce qui concerne le premier point, celui en ce qui concerne l'efficacité du gouvernement, nous avons insisté sur le fait que cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentation de femmes dans le gouvernement. Ces femmes qui, pour la plupart, ont occupé des postes de responsabilité au sein du gouvernement ou autres entreprises du portefeuille de l'État, sont déterminées à voir les choses évoluer autrement. Et avec Judith Suminwa Tuluka aux commandes de l'exécutif national, elles peuvent s'attendre à de meilleures choses. Poursuivons ce journal et parlons de cette actualité. Le présidium de l'Union sacrée de la Nation convoque ses députés nationaux afin d'organiser une élection primaire pour désigner un candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Cela a été rapporté dans un communiqué signé par Augustin Kabouya ce lundi 22 avril. Rachel Adassaliwala. En application du règlement intérieur, l'Assemblée nationale procédera dans quelques jours à la constitution de son bureau définitif. À cet effet, le présidium de l'Union sacrée de la Nation me charge, comme responsable de la première force politique de la coalition majoritaire, d'inviter les députés nationaux membres de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. La dite rencontre élective aura lieu ce mardi 23 avril 2024 à partir de 14h au Palais du Peuple. Ainsi, les élus du peuple auront le choix entre les concurrents ci-après. 1. Honorable Bahati Lukwebo Modeste. 2. Honorable Kamere Lwakaningene Vital. 3. Honorable Mbosonko Diampoanga Christophe. La présence de tous est souhaitée pour la désignation de cette personnalité qui assurera la mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. Fait à Kinshasa, le 22 avril 2024, Augustin Kabouya Tshilomba. L'opposition parlementaire accorde le poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale à Ensemble pour la République. C'était à l'issue d'un cadre de concertation qu'ils ont tenu au Palais du Peuple le week-end. Regardez. L'ordre des opposants pour les postes de rapporteur adjoint a été porté sur les partis de Moïse Katumbi
Katumbi, car selon eux, cette formation politique représente 60% de la force au sein de l'opposition parlementaire. C'est ce qu'a déclaré Princesse Dominique Munongo à l'issue d'un cadre de concertation qu'ils ont tenu au Palais du Peuple. De concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il s'est tenu dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvel Élan, 3 députés. DIPRO, 2 députés. LGD, 1 député. À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit. Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République, compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite, les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement DIPRO a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale le candidat député à désigner par Ensemble pour la République. Fait à Kinshasa le 20 avril 2024, les chefs de délégation pour Ensemble Mwando Simba, pour Nouvel Élan, l'honorable Fumama Panda, pour Avançons MS, l'honorable Kate Bengoy Michel, et pour DIPRO, l'honorable Kapea Kabondi Vavi. Pour la porte-parole du cadre des concertations de l'opposition parlementaire, les autres partis seront pris en compte en priorité au moment du partage des autres responsabilités qui seront destinées à l'opposition parlementaire. La proposition de l'ambassadrice de la Belgique à Kinshasa, la RDC, de saisir la Cour internationale de justice contre le Rwanda est saluée par la société civile de Béni pour Stuart Muindo. Au-delà de cette mesure, la RDC devrait poursuivre l'offensive diplomatique et militaire. Ce membre de la société civile de Béni trouve incompréhension que jusqu'à ce jour, la RDC n'ait toujours pas rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Stuart Muindo a été ici joint au téléphone pour vous par Rachel Mavitidi. Regardez. C'est une bonne proposition. Je pense que la République démocratique du Congo devrait poursuivre en justice le Rwanda pour arriver à faire reconnaître son implication négative dans la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays. Et c'est même étonnant que la Belgique soit là à le rappeler au Congo, alors que ça aurait dû être instinctivement une décision prise dès les premières semaines d'agression par le Rwanda. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule mesure à envisager, parce qu'il ne faut pas oublier que les arrêts de la Cour internationale de justice ne sont pas obligatoires. Donc il faudrait, aux côtés de cette procédure judiciaire, poursuivre toujours l'offensive diplomatique et militaire sur terrain. C'est pourquoi c'est toujours incompréhensible que jusqu'à présent, le Congo n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda, malgré le fait qu'il existe de preuves que le Rwanda soutient le M23. Jusqu'aujourd'hui, l'ambassade de la RDC fonctionne à Kigali. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure diplomatique ou économique forte de la part du Congo pour contraindre le Rwanda à respecter ses engagements, et notamment le respect de l'intégrité territoriale du Congo. Donc, pour nous, c'est une proposition à mettre en compte, à prendre en compte et à mettre en œuvre pour notamment continuer à montrer cette image du Rwanda en tant qu'État adversaire. Et à Goma, au nord Kivu, un militaire ivre a ouvert le feu dans le quartier Mikeno à Birere, dans la ville de Goma, bien sûr. Le bilan fait état d'un mort et 5 blessés. La population de ce coin du pays appelle les autorités à trouver des solutions à ces fléaux qui dérangent la population de cette partie du pays. Regardez. Une fusillade a eu lieu dans les quartiers Mikeno à Birere, dans la ville de Goma.
faisant un mort et 5 blessés. Selon des témoins sur place, le coupable était un militaire en état d'ébriété. Le conseil communal de la jeunesse de Goma dénonce vigoureusement cet incident et réclame une discipline plus stricte au sein des forces armées. Il faut dire que cet événement fait suite à l'assassinat d'un notable du quartier Mugunga le 18 avril, ajoutant à la vague des violences qui secoue la ville. En réponse à la montée de la criminalité, le conseil communal de la jeunesse des Karisimbi propose une collaboration renforcée entre l'armée, la police et les civils. Il s'y est dénoté que la ville de Goma fait face à une recrudescence de la criminalité avec des assassinats et des tueries quotidiens impliquant souvent des membres des forces armées de la République démocratique du Congo et des combattants Wazalendo. À l'autorité compétente de prendre à bras le corps cette situation qui prend des allures inquiétantes. Quittons Goma pour Béni, le maire de cette ville a présidé le 20 avril dernier une réunion sécuritaire. Ont pris part à cette réunion le service de défense et de sécurité de la ville, y compris le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord. Quelques recommandations ont été formulées à l'issue de cette réunion pour garantir et assurer la sécurité de cette population. Le point de la réunion vous est ici fait par le capitaine Anthony Mwalushai. Regardez. Le maire de la ville a réuni autour de lui les responsables de la question sécuritaire, que ce soit du côté de la police, ANER, aussi armée, pour analyser la situation dans son ensemble et trouver les mécanismes de solution. Nous avons non seulement mis en place certaines stratégies pour renforcer la sécurité dans la commune de Moulekera et ses environs, mais aussi à continuer à traquer ce qui donne la force à l'ennemi, c'est-à-dire les collaborateurs. Sans plus tard qu'hier, nous avons arrêté 2 collaborateurs qui ont aidé l'ennemi à faire des incursions et à tuer aussi la population. Et nous devons aussi analyser la nature des attaques ou bien la méthode opérationnelle de l'ennemi. Et nous avons compris que l'ennemi évite beaucoup de contacts physiques avec les forces de sécurité. Donc l'ennemi veulent collaborer avec certains traîtres qui sont parmi la population et aussi, pourquoi pas, parmi les services de sécurité. Et nous sommes en train de dénicher tout ça pour qu'on commence d'abord à arrêter ce qui donne la force à l'ennemi et pour, n'est-ce pas, barrer la route à cet ennemi de continuer à tuer, à massacrer notre population. Revenons à Kinshasa pour parler de cette information transfèrement d'une deuxième vague de Kuluna vers Kanyama-Kasese. Au total, 300 bandits urbains ont été acheminés le samedi 20 avril à Kanyama-Kasese. Ce dernier, ils sont envoyés pour une formation paramilitaire et l'apprentissage des métiers. On fait le point avec Ida Maloa Kassongo. C'est sous le regard des membres des familles en pleurs que ces bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été embarqués depuis le commissariat provincial de la police de Kinshasa pour l'aéroport de Njili. Habillés en tenue de service national, ces Kuluna ont pris place à bord de l'aile militaire à destination de Kanyama-Kasese. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant du service national. Occasion pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik d'insister sur le fait qu'il n'y aura aucun Kuluna à l'abri de la justice. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouverte à Kanyama-Kasese afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyama-Kasese sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 350 qui ont constitué la première vague. Tous subiront une transformation avant d'être au service de la nation. Parlons santé dans ce journal. La semaine mondiale de déficit immunitaire primitif a lieu du 22 au 29 avril en cours, occasion de faire connaître ces défaillances et l'importance d'un meilleur dépistage. Pour ce premier jour, le docteur Dieu merci Bilunkidi nous définit les déficits immunitaires primitifs et nous parle de ces types. Il a été approché par Didier Boulamba. Regardez.
La semaine des déficits immunitaires primitifs est consacrée à la sensibilisation autour de ce sujet. C'est quoi les déficits immunitaires primitifs et comment en arrive-t-on là? Le docteur Diomersi Biloukidi répond. L'immunité, vous savez, dans le corps humain, c'est comme l'armée. Hein, c'est les systèmes qui défendent les corps humains face aux agressions extérieures, hein, des micro-organismes, ainsi de suite. Maintenant, le déficit immunitaire primitif constitue plus de 200 maladies, hein, dues au dysfonctionnement héréditaire ou génétique du système immunitaire. Donc, toutes ces manifestations-là, dues au manque de défense du corps humain, c'est ce qu'on regroupe en termes de déficit immunitaire primitif. Poursuivant son explication, le docteur Diomersi Biloukidi nous parle de types de déficits immunitaires primitifs. Il y a plusieurs sortes, je peux dire, de déficits immunitaires primitifs, mais regroupés en 4 ou 5 types. Hein, je vais citer le déficit immunitaire immoral, déficit immunitaire combiné, les déficits immunitaires relevant du problème des phagocytes, le déficit immunitaire découlant du problème des compléments, et on parle aussi de déficit immunitaire primitif complexe. Voilà les 5 types. Sensibiliser le grand public, oui, mais la semaine avise beaucoup plus les malades eux-mêmes et le corps médical. D'une célébration à une autre célébration, ce 22 avril de la Journée mondiale de la Terre, cette célébration offre l'occasion de réfléchir à notre relation avec la planète, mais aussi à des mesures concrètes à prendre en vue de la protéger. Pour Albert Fouamba, experte en environnement, la Terre est aujourd'hui menacée par des conditions climatiques pour lesquelles l'homme serait responsable. Il a été approché par Ida Maloba et Didier Moulamba. La Terre, qui est l'expression même de l'existence de l'être humain, est à ce jour menacée par des conditions climatiques provoquées par l'homme. Cette affirmation est de Albert Fouamba, expert en environnement. La Terre, c'est l'expression même de l'existence de l'être humain. Alors cette Terre est menacée par des conditions climatiques qui aujourd'hui, c'est prouvé par les scientifiques et l'homme est responsable. Face à cette menace, les nations s'étaient réunies à la quête des pistes de solutions. Mais lorsque les gens ont pris conscience de toutes sortes de menaces sur la planète Terre, ils ont convoqué une réunion extraordinaire que nous appelons le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. C'était au Brésil en 1992. Et c'est lors de ce sommet qu'il y a eu signature de 3 conventions. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la désertification et dégradation de la Terre. Alors, tous les pays se sont engagés à lutter, à faire un effort pour sauvegarder la biodiversité, pour lutter contre les changements climatiques. Cet expert environnementaliste revient sur le programme de la RDC dans la contribution à la lutte contre le changement climatique. Notre pays, la RDC, nous avons ce que nous appelons la CEDEN, contribution déterminée donc au niveau national pour lutter contre les changements climatiques d'ici 10 ans pour réduire aussi les émissions en même temps que d'autres pays. Et les pays développés aussi, ils font de même pour ensemble que nous puissions protéger la Terre. Un appel est donc lancé aux uns et aux autres de s'approprier de la préservation de la Terre. Et la responsabilité de tout le monde, chacun là où il est, cette question environnementale concerne tout le monde dans tous les secteurs, sur tous les plans et dans tous les ministères. Nous devons aussi prendre conscience des dangers qui nous guettent. Tout le monde doit contribuer pour la survie de la Terre et c'est cette Terre que nous allons aussi léguer à nos enfants et nos petits-enfants. La Terre pour nous unir, nous n'avons qu'elle comme héritage commun. Nous avons donc le devoir de veiller à sa protection. Et en international, pour clore ce journal, au moins 35 morts et plus de 100 000 déplacés de suite des inondations depuis mi-mars à Nairobi au Kenya. Ce bilan est de l'ONU qui cite les chiffres de la Croix-Rouge dans sa dernière mise à jour. Ida Maloba revient. Des véhicules ont été bloqués dimanche à Nairobi, la capitale du Kenya, alors
que le bilan dévastateur des fortes pluies et des inondations continue de s'alourdir. Des inondations ont été signalées dans des zones résidentielles de Nairobi, alors que les rivières ont débordé dimanche soir. Il y avait une forte averse entre 19h et l'aube. Il y avait beaucoup d'eau ici. Toute cette route était fortement inondée. C'était comme une rivière. Et on ne pouvait pas dire où se terminait la route, ni où se trouvaient les trottoirs. Tout se ressemblait. Mais nous espérons que le gouvernement nous aidera. L'agence gouvernementale kenyane en charge des routes a averti les habitants de Nairobi d'éviter les autoroutes inondées, notamment celles menant à la ville côtière de Mombasa. Ceux qui vivent au bord du fleuve Nairobi sont invités à s'installer sur des terres plus élevées. Des inondations et des coulées de boue ont également été signalées dans l'ouest du Kenya. Le service météorologique du Kenya prévient que les précipitations atteindront le point culminant cette semaine. Et ça sera tout pour ce soir, mais on prend le rappel de titre avant de se quitter. La première ministre poursuit les consultations pour la formation du gouvernement après les politiques, place aux associations culturelles et organisations de femmes. L'Union sacrée appelle ses députés à une élection primaire. Ceux derniers doivent faire le choix sur le candidat qui devra occuper les postes de président de la Chambre basse du Parlement. L'humanité a célébré ce 22 avril la journée mondiale de la Terre, occasion pour les humains de réfléchir sur leur relation avec la planète. Occasion pour les humains de réfléchir sur leur relation avec la planète. Pour Albert Fouamba, la Terre est menacée pour les conditions climatiques pour lesquelles l'homme serait responsable. Le prochain rendez-vous entre vous et moi, c'est demain à 19h30, toujours sur les antennes de Vert Pâturage, mais à 13h, Rachel Adassani Wala Sierra la vôtre pour le bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous, surtout bon début de semaine.